Charlier, je suis chroniqueur objet connecté pour France 3 Grand Est et également cofondateur du collectif Reims et Digital, et on est donc basé en Champagne. Je vous souhaite la bienvenue au Centre des congrès Robert Schuman de Metz. Et donc pour cette table ronde qui va s'intéresser aux opportunités à l'ère de l'assistance. Donc avant toute chose, je vais vous proposer un petit propos introductif. On est en 2018 et les smartphones ont envahi nos poches, les réunions de famille. Moi, ça commence un petit peu à me gonfler, mais bon, ça c'est une autre chose, un autre débat. Et puis aussi et surtout et plus sérieusement, notre quotidien. La manière dont on a de s'informer, de communiquer, etc. On a développé beaucoup de réflexes en la matière. Et en matière d'usage et d'accès, on a à disposition tout ce qui est aujourd'hui sur le net et que vous faites vivre au quotidien. Et je profite du coup de l'occasion qui m'est faite pour vous dire merci pour tout ça. À tous ceux qui font des choses sur le net et sur le web, je regarde tout ça d'assez près depuis un petit moment et franchement, je trouve ça super. Donc, bravo, merci. Continuons à produire de belles choses pour les autres, pour nous, et faire de cet espace quelque chose de sympa. On va revenir à nos moutons, et à ce que je diverge beaucoup. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au tour des assistants vocaux de trouver une place dans notre quotidien, et cette fois-ci, plus précisément au sein de notre foyer. La forme est ainsi nouvelle. La forme, est aussi nouvelle, puisqu'on utilise des commandes vocales. C'est bien sûr l'utilisation de la voix, et c'est aussi une certaine forme de dialogue et d'interface homme-machine. Je parle à ces machines qui sont disposées sur cette table, je leur pose des questions, elles me répondent. Je peux reposer une question pour dialoguer avec ces machines. C'est un sujet vaste qui soulève un grand nombre de questions et pour lequel on vous recommande notamment de regarder la série Black Mirror, si par à tout hasard vous ne l'avez pas encore eu sous le nez. Si vous ne la connaissez pas encore, on vous la recommande chaudement. Ça tire pas mal de fils sur ce sujet et les relations qu'on peut tisser avec les machines. Comme à l'accoutumée, on a pris du retard en France et en Europe, parce que le taux d'équipement aux États-Unis est aujourd'hui généralisé. Quand bien même le lancement de ces machines ne date que de 3 ans et demi, c'est encore tout récent. Ça ne commence qu'à poindre ici. Les lancements des offres ont plutôt 1 an en France. Et avec mes invités, on se propose cet après-midi de vous prendre par la main. On va tenter de vous faire explorer des choses, des opportunités, des pistes intéressantes pour ce qui vous occupe aujourd'hui. Et s'il y a un truc à retenir, c'est que on va vous inviter non pas à prendre des positions pour l'avenir, mais bel et bien de prendre le train en marche parce qu'il est déjà parti. Cette ère de l'assistance vocale est déjà partie, le train est déjà parti. Donc là, ce qu'on vous propose avec les spécialistes qu'on a la chance d'avoir avec nous, c'est de prendre ce train en marche, de sauter dans le wagon avec nous. Et à vous, usagers qui faites partie du grand public, de vous approprier ces nouveaux outils qui vont vous faciliter la vie. Moi, perso, j'en ai un chez moi. Ça me facilite la vie sur pas mal d'aspects. Et à vous, les porteurs de projets professionnels, de repartir avec des billes pour saisir des opportunités pour vos projets entrepreneuriaux, parce qu'il y a du business et de la RH, plein de choses qu'on va explorer ensemble cet après-midi. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter Stéphane Tauziette, qui est cofondateur de la société Sidonie, qui est donc dans la e-santé, je ne dis pas de bêtises. Alors, il faudra bien parler dans le micro, Stéphane, c'est hyper important. Oui, e-santé et Silver Economy, plutôt. Sur les seniors, on va dire, maintien à domicile. Très bien. Donc, faire sa convalescence ou le maintien à domicile quand on souffre. Rester le plus longtemps possible à domicile dans les meilleures conditions qui soient.
Parce que c'est Donc ça qui passe a de par mieux. l'humain, avec l'accompagnement, et ça passe par de la technologie. Et vous êtes accessoirement également vice-président de l'association Grand Est Numérique qui organise l'événement qui nous occupe depuis 2 jours. C'est ça, mais je crois que c'est la première fois que tu me vous vois. Oui, on se vous voit, on se tutoie, On on se fait tutoie, comment? évidemment. Bah, je fais de la télé, alors on se vous voit. Mais là, on va se tutoyer, ça va être très très bien. Obligatoire, sur GN, c'est obligatoire. Ah bon, je ne savais pas, je l'apprends à toute fin du forum. Bizutage. Très bien. On accueille également William Simonin. William, tu es SEO de la société Vivoca, spécialiste de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Excusez-moi. Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci du coup pour m'avoir invité du coup à cette table ronde. Donc voilà, nous la spécialité de Vivoca, c'est vraiment l'intelligence artificielle et plus précisément la reconnaissance vocale. Parfait. Et on accueille enfin Cédric Loquenot, qui s'occupe du site internet et du blog maisonetdomotique.com et qui est auteur du guide de la maison et des objets connectés, domotique, smartphone, smart home, et maison connectée, qui est édité aux éditions Erol, que j'ai eu l'occasion de feuilleter. Et bravo, je suis séduit. Apparemment, pas mal de monde. Donc là, je travaille sur une seconde édition, justement. Parfait. Où on va aborder justement un peu plus les assistants vocaux qui se sont développés depuis la première version du livre. Très bien. Donc, dès maintenant, si on veut en savoir plus sur cette spécialité, s'acculturer à tout un tas de choses, lire ton ouvrage, c'est une bonne idée. Oui. Très bien. Tu vas ouvrir le bal, Cédric, et je vais tout simplement te poser une question introductive assez simple pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ces solutions. Qu'est-ce que c'est un assistant vocal? À quoi ça sert et comment ça marche? C'est une vaste question. Pour faire simple, un assistant vocal, on va dire que c'est comme si vous aviez un majordome chez vous. C'est un assistant, vous lui demandez ce que vous voulez et il va vous répondre à vos demandes. Ça peut être aussi bien connaître le cours de la bourse, la météo pour demain, l'état de la circulation, allumer vos lumières, appeler les grands-parents, tout un tas de choses. Tant que les fonctions ont été développées par les concepteurs de l'assistant vocal, vous pouvez lui poser les questions sans souci. Il y a même, par exemple, Google Home, ils ont sorti une fonction pour les enfants. OK Google, je m'ennuie, et l'assistant va faire des petits jeux avec les enfants vocalement. Donc on peut vraiment faire tout un tas de choses aujourd'hui. Alors, les assistants vocaux, ça existe depuis quelques années maintenant. On a depuis très longtemps Siri sur son iPhone. On avait Google Assistant qui a suivi. L'utilisation n'était pas encore c'était pas encore très utilisé par le grand public parce que parler à son assistant vocal sur son téléphone, dans sa voiture ou dehors, on n'a pas l'air très, très futé avec. Par contre, il y a une vraie utilité avec les appareils qui sont sortis qu'on met chez soi. Chez soi, ça pose beaucoup moins de soucis de parler à une enceinte connectée. Et du coup, là, le taux d'équipement commence vraiment à exploser avec ce type d'appareil. On le met chez soi, il est toujours à l'écoute, et là, on lui demande ce qu'on veut. Et chez soi, comme on disait dans la présentation, moi, je suis surtout dans le domaine de la domotique, et piloter sa maison à la voix, ça devient vraiment pratique. Aussi bien pour nos générations que des générations plus anciennes, seniors, etc. La voix, c'est quelque chose de vraiment naturel. C'est plus naturel que de devoir avoir son smartphone avec soi toute la journée pour piloter ses appareils. On s'en rend compte d'ailleurs par rapport aux différents segments d'âge, tout simplement. Moi, à la maison, j'ai un petit qui a 6 ans. Il n'utilise pas encore le clavier. Mais par contre, il commande des choses à l'assistant vocal. Il lui parle et il lui demande de mettre un dessin animé, de savoir quel temps il fera demain. L'interfaçage et cette histoire de parole et de dialogue, pour des tout petits, ou on peut imaginer aussi des très âgés, c'est peut-être plus simple que tout ce bazar de navigateur internet, de clics. Je pense qu'on a tous passé beaucoup de temps à expliquer à nos seniors à s'arracher les cheveux, à leur faire utiliser un navigateur internet, etc. Donc ça, c'est déjà une première opportunité et pour ces segments de clientèle. Les personnes qui n'utilisent pas le clavier ou qui ne sont pas à l'aise avec le clavier, tiens, si ça fait partie de mes cibles,
ça peut être peut-être une bonne idée que de me pencher sur l'assistance vocale. Qu'est-ce que tu as à en dire d'ailleurs de ça, Stéphane, de cet aspect-là des choses? Je peux approuver ce que tu dis par rapport à l'interface. C'est super important. Alors, moi, je suis dans un domaine où on travaille le senior, où le proche qui s'occupe de la personne en perte d'autonomie. Donc, la moyenne d'âge chez moi, c'est plus de 45 ans. Donc, et je vois qu'il y a d'autres spécialistes dans la salle aussi. Mais quand on bosse de l'interface pour ce public-là, on prend des considérations radicalement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, ce qui est intéressant avec l'ère de l'assistance, j'utilise bien l'ère de l'assistance parce que ça peut être au travers de devices comme ça, mais aussi au travers de Siri, du smartphone, de Google Assistant sur le smartphone, c'est le 0,8 vers lequel on tend à se rapprocher. C'est qu'il n'y a plus d'interface. Enfin, en tout cas, une interface naturelle, complètement naturelle, qui est la voix et l'ouïe. Et ça, forcément, c'est facilitant dans plein de cas de figure. Ça me rappelle des éléments statistiques. Dans le Grand Est, il y a 13% de la population qui est illettrée, qui a des difficultés avec l'écriture. C'est statistique. On a les statistiques avec nous, on le sait. C'est 13% sur l'ensemble du territoire. Et en Champagne-Ardenne, c'est 16%. On est au-dessus de la moyenne nationale. Donc ça veut dire que se dire cet interfaçage-là et ce dialogue homme-machine, comme tu le dis, peut-être plus naturel, on est peut-être plus à l'aise, il y a peut-être plus de personnes qui sont à l'aise avec ce type de solution. William, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et sur la manière dont ça fonctionne, cette histoire d'intelligence artificielle et de reconnaissance vocale? Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La toute première, c'est que je suis totalement en adéquation avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, la grosse révolution, enfin la première révolution, c'est vraiment au niveau de l'interface homme-machine. Donc il n'y a plus de clavier, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien, on a juste à parler. On parle naturellement entre êtres humains, d'ailleurs on parle même à n'importe quel être vivant, d'ailleurs on peut observer du coup les personnes, on parle à son chien quotidiennement, même s'il ne comprend pas tout ce qu'on dit. Donc c'est vraiment intuitif pour nous et c'est pour ça vraiment que cette technologie est une révolution. Mais je pense que la vraie révolution derrière, en fait, c'est ce que ça va permettre de faire. Parce qu'en fait, en un mot, on peut remplacer 10 boutons, 3 clics, 4 minutes de recherche, parce que c'est vraiment naturel. Et en fait, derrière ça, il y a vraiment l'intelligence artificielle qui va en fait permettre de révolutionner, je pense, plusieurs secteurs. Donc, par exemple, pour rester dans le cadre du maintien à domicile, on peut imaginer, par exemple, donc avoir un assistant comme Google Home, comme Zach ou n'importe quel assistant à la maison, donc capable de comprendre ce qu'on dit, d'analyser, de potentiellement activer ou désactiver n'importe quel équipement, également de répondre, parce qu'un assistant conversationnel, ça comprend, ça répond. En fait, on peut imaginer que c'est capable également d'être proactif. Donc, je vous prends un exemple très simple. On prend une personne âgée qui, par exemple, pourrait aller dans la salle de bain, et l'assistant détecte qu'au bout d'une minute, elle n'a allumé ni la lumière, ni l'eau, et il n'y a plus de réaction, donc qu'on peut mesurer en fait à l'aide de différents capteurs. Là, on peut imaginer que l'assistant justement pose la question, est-ce que tout se passe bien ? Et si la personne dit oui, pas de problème, je réfléchissais, aucun souci, ou si en revanche elle dit non, je suis tombé, tac, l'assistant peut potentiellement remonter une alerte. Donc là, du coup, on commence à avoir du coup un intérêt justement. C'est pas uniquement de la domotique, mais c'est vraiment plusieurs services. On peut également imaginer un assistant qui va apprendre de vous, parce qu'en fait, on est tous différents, on a des quotidiens différents. Et par exemple, en général, un humain tous les matins a un process assez similaire du coup à un quotidien. Donc moi, par exemple, je vais dans la salle de bain, ensuite je passe devant la télé, j'allume Netflix et je me fais un café. Imaginez que je fasse ça 3-4 jours d'affilée. L'assistant va m'observer et au bout du 4e jour, va dire est-ce que vous voulez que j'allume la télé ? Parce qu'il a compris que c'est ce que j'allais faire. Donc je pourrais lui répondre oui ou non, donc affirmer ou pas du coup ce qu'est-ce qu'il avait compris. De quoi tu te mêles ? Également de lui dire de quoi tu te mêles, je t'ai rien demandé, donc effectivement il doit y avoir un côté paramétrable et c'est très important. Mais également on peut imaginer que j'arrive, je finis, je prends mon café, hop, j'ai utilisé la dernière capsule Nespresso. J'aurais qu'à lui dire Zach, recommande-moi du Nespresso et livre-moi-le du coup à 16h. Donc directement, comme il pourrait être connecté à un service justement d'achat, une grosse surface ou un service de livraison, faire ça. Donc ça, c'est des petits détails. Je te coupe, William. Là, on a commencé à évoquer pas mal de la manière dont on peut se l'approprier au quotidien en tant qu'utilisateur final, grand public. Voilà, là, on commence à voir poindre la manière dont je suis porteur de projet, je suis Nespresso, comment est-ce que je vais pouvoir brancher mon business et mon organisation traditionnelle sur cette nouvelle porte d'entrée.
Tout à fait, effectivement, je dirais que la première étape, c'est vraiment de trouver des nouveaux usages. Donc effectivement, il y a le côté standard qu'on pense tout, donc on peut allumer une lumière, éteindre une lampe, monter le volet, etc. Mais en fait, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors déjà, pour essayer dans le contexte de la domotique, dire je sors, éteins tout, et là ça va tout faire, tout éteindre, mettre le chauffage, l'alarme, tout ce qu'il faut. Mais également, derrière, il y a plusieurs secteurs qui peuvent être révolutionnés et il y a également un gros aspect business. Alors, je vais vous prendre un exemple. Nous, notre technologie, on est capable en fait, donc, d'ajouter un assistant vocal dans n'importe quel appareil, n'importe quel support. Et aujourd'hui, on travaille avec la grande distribution, donc, qui en fait crée les applications e-commerce pour faire son shopping et aller au drive. Mais en fait, en une phrase, on peut remplacer 2 minutes vraiment de course. Je vous prends un exemple très simple. Grâce à la voix, on peut dire ajoute à mon panier ajoute à mon panier tout ce qu'il faut pour faire des crêpes pour 4 personnes. Donc là, voilà, en une phrase, directement, ça va chercher la recette, ça va chercher les bons ingrédients en fonction des stocks disponibles. Comme l'assistant vous connaît, il va remplacer du lait par du lait de soja parce qu'il sait que vous êtes allergique au lait. Et on peut imaginer, en fait, comme ça, aller très très loin. Donc là, c'est l'exemple du e-commerce, mais il y a énormément de domaines qui peuvent être révolutionnés grâce à la voix. Et ça, il y a plusieurs secteurs qui sont en train du coup de le prendre en compte. Donc on sait aujourd'hui que l'interface aux machines, c'est l'interface de demain. Donc il y a des statistiques qui sont tombées, comme celle de Comscore par exemple, qui dit que dans 3 ans, une requête sur 2 sera faite à la voix. Et maintenant, ça va être, réfléchissons ensemble sur quels vont être les usages de demain. Dans quel domaine, pourquoi? Parce qu'il faut vraiment du coup garder en tête qu'il n'y a pas qu'un aspect gadget. Et en fait, c'est un des premiers usages où les personnes ne connaissent pas forcément et n'ont jamais utilisé, ils disent ouais, c'est un gadget, c'est pour mettre de la musique. Non, pas forcément, il y a vraiment de réelles utilités derrière et on peut vraiment faire gagner énormément de temps et créer de nouveaux usages grâce à ça. Mais alors que vont devenir nos conseillers de vente, l'épicier auquel j'ai mes habitudes, mon caviste, mon cher caviste qui me connaît par cœur et qui connaît tous mes vices. Surtout. Qu'est-ce que tu oh là, j'ai du mal. Qu'est-ce que tu as à en dire, ça, Cédric, toi qui es proche de ces sujets, qui voit cette transformation se faire au quotidien? Alors, dans ce milieu-là, un petit peu moins, mais je pense que les métiers vont devoir se réinventer, proposer de nouvelles prestations de services et s'adapter à ce marché. On a par exemple Amazon, aux États-Unis, il y a un tiers de la population qui passe ses commandes de courses sur Amazon via son assistant vocal. Ça, c'est vrai aujourd'hui. Il y a un tiers des commandes qui sont passées par Amazon, c'est par la petite boîte. Oui. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Surtout que faut savoir qu'Amazon aux États-Unis vend beaucoup plus de produits que chez nous. Ils ont tous les produits frais, etc. Donc oui, ça devient très pratique. Donc comme disait William, si on ajoute un peu d'intelligence artificielle, pas juste dire je veux acheter de la farine, mais je veux tout ce qu'il faut pour faire des crêpes, on facilite beaucoup l'usage. Donc il va falloir que les boutiques sachent s'adapter. Il faut savoir que la plupart des assistants vocaux sont ouverts aujourd'hui aux développeurs externes et on peut ajouter des fonctionnalités. La SNCF, par exemple, a créé son service sur les assistants vocaux. On peut lui dire j'ai besoin d'un train pour demain à Paris. L'assistant vocal va nous dire je vous propose telle et telle heure, lequel voulez-vous? Celui-ci, on peut même jusqu'à aller réserver la place qu'on veut et derrière faire le paiement avec la carte qui est enregistrée sur le compte. Je garde quand même la main. Il ne va pas m'imposer un horaire on garde ou la marque main des chaussettes que je ne veux pas. Non, on garde toujours la main. C'est important parce que la machine ne peut pas prendre le dessus sur nous, sinon après c'est plus vivant. Plein de films là-dessus. Justement, oui. Il y a plein de très bons films. Il faut re-regarder 2001 l'Odyssée de l'espace, par exemple, avec notre ami Carl. Oui, et de toute façon, tout ce qui est aussi bien en robotique qu'en intelligence artificielle, il commence à y dicter des lois. Oui. Parce que des films qui ont 30 ans, on y arrive, là, la technologie existe. Donc il faut commencer à savoir se mettre des limites. Ok. Qu'aurais-tu à en dire aussi de ce thème, Stéphane? En fait, moi, ce que ça m'évoque surtout, qu'est-ce que ça t'évoque? Soyons honnêtes. Sur scène, je crois qu'on est tous des geeks, des early adopters, tout ce qu'on veut, et on est super emballés par ces boîtiers-là. Maintenant, très honnêtement, je suis quand même dans l'expectative quant à l'usage très avancé, parce que tu as quand même des gens qui ont peur de ça, dire la NSA elle écoute ce que je dis, Google revend mes données ou Vivoca va faire de la pub sur moi parce que ils ont entendu que je voulais acheter du café. Voilà. Et ça c'est quand même, en tout cas en France, assez l'état d'esprit. Pour moi, il y a deux choses qui seraient sympas d'aborder avec
vos savoirs. Et là, je me place vraiment en recul, mais c'est quid d'une vraie compréhension du langage, parce que pour l'instant, c'est quand même amélioré par rapport à avant, mais si on répète pas la bonne phrase, Google il dit je suis désolé, j'ai pas compris ce que vous me dites. Ça, c'est le premier truc. Et deux, c'est le côté justement que tu as abordé, la prédictivité. Et là, pour moi, on rentre seulement dans quelque chose d'intelligent, c'est que pour l'instant, c'est pas très intelligent. On rentre dans quelque chose, c'est quand est-ce qu'il va, au travers de cette zéro interface, anticiper mes besoins. Parce qu'un assistant, c'est ça. Un assistant, c'est ça. Un assistant, tu lui dis pas ce qu'il a à faire. L'assistant, il est derrière, il dit hey, je te rappelle que tu dois venir à Gênes. Il est l'heure maintenant de partir parce que tu vas être en retard, etc. etc. Donc, il prend le lead à un moment donné. Et je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Il y a on dézoome, hein. On va parler d'innovation et tu parlais d'early adopters, c'est-à-dire des personnes qui sont très friands de nouveautés, qui font partie des pionniers. Parce que c'est peut-être la meilleure traduction, pionnier. Voilà, je suis un des premiers à acheter un assistant et à l'utiliser sur une base quotidienne. Et c'est notre ami Bill Gates qui a dit ça. Il dit voilà, on surestime ce qui va se passer dans 2 ans, mais par contre on sous-estime ce qui va se passer dans 10 ans. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, très honnêtement, en 2018, c'est plein de promesses et on s'excite peut-être un petit peu. Et puis c'est vrai qu'à l'usage et au quotidien, vite on bute sur des. D'ailleurs, je voudrais bien savoir pourquoi ça bute aussi facilement. Il faut que je réitère ma question et ça marche pas. Et puis il me dit ah, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, etc., etc. Donc voilà, les yeux et les oreilles grands ouverts. Encore une fois, et comme je l'ai expliqué dans mon propos introductif, ne pas perdre de temps. Et voilà, dans les réunions de travail, que ça fasse partie de l'ordre du jour et que même si on ne passe pas toute l'après-midi dessus, on puisse se dire et au fait, pour l'accessibilité et la compatibilité pour les assistants vocaux, est-ce qu'on est bien dans les clous, même si on ne sort pas la machine de guerre là aujourd'hui, à quel moment on ne loupe pas le coche quoi, pour qu'à un certain stade d'évolution du projet, ah merde, on a oublié les assistants vocaux, on n'y avait pas pensé. Pas bon ça. Par contre, garder une petite ligne dans le projet là-dessus, ça me paraît intéressant. Je parle beaucoup. Allez-y, vas-y William. Merci beaucoup. Alors moi je vais tenter de répondre en fait à la première question qui était qu'effectivement des fois on parle donc à Siri, à OK Google et autres, et des fois ils ne comprennent pas tout ce qu'on dit. On est obligé de répéter ou faire une phrase un peu différente et c'est pas encore aussi intuitif que si on parlait à un autre être humain. OK Google appelle ma femme et puis il appelle ma maîtresse. Il l'a placé. Pas bon? Il l'a placé. J'essaye. Pourquoi Alors, et comment? En fait, pour répondre à cette question, c'est important du coup que je vous introduise en fait comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur d'un assistant vocal. Vraiment, quelles sont les étapes clés, qu'est-ce qui des fois fonctionne. Soulevons le capot. Comment ça marche? On soulève le capot. En fait, il y a 5 étapes. Chez Vivoca, on appelle ça les 5 briques élémentaires qui constituent en fait un assistant vocal. Donc la première, c'est le hot word ou le wake up word. Donc au final, vous savez tout ce que c'est le petit mot-clé, le Dis Siri, le OK Google, le Hey Alexa, qui va permettre en fait de déclencher l'écoute. Donc à partir du moment où on dit ce mot-clé-là, le système dit OK, on va me parler. Ensuite, il y a une brique qui s'appelle le STT, le speech to text. Donc là, l'assistant va récupérer en fait le son, les fréquences, ce que vous allez dire en fait, votre voix, en texte écrit. Par exemple, le texte écrit en français, ouvre la porte. Ensuite arrive une partie qui commence à être compliquée qui s'appelle le NLP, le Natural Language Processing. Donc là, en fait, c'est le système qui va comprendre vraiment qu'est-ce que cette phrase veut dire, quelle est l'intention utilisateur. Faire la différence entre ouvre les volets et ouvre les volets de Vincent dans le jardin, par exemple. Bon, voler dans le jardin, c'est pas possible, mais vous avez compris l'esprit. Et après, il y a la partie donc intelligence artificielle, donc qui va récupérer cette attention. Voilà, l'utilisateur veut allumer les lumières, qui va aller du coup se connecter à tous les éléments. Donc grâce à un terme de fréquence, de capteurs, etc., on va vraiment aller se connecter à la lumière. On va formuler une réponse, donc par exemple la phrase c'est fait, qu'on va passer à la dernière brique qui s'appelle en fait le TTS. C'est tout simplement la réponse du système. On en revient à nos moutons. En fait, la partie la plus compliquée, c'est en fait la partie où l'assistant doit vraiment comprendre ce qui a été écrit. Donc, il faut savoir que la partie d'avant, transformer de la voix en texte, ça se fait très bien. On arrive aujourd'hui à des taux de 97-98% de réussite.
Alors bien sûr, s'il n'y a pas trop de bruit, si c'est pas dans un environnement compliqué. Mais maintenant, cette phrase, effectivement, on peut observer aujourd'hui certaines difficultés, notamment dans les assistants qui sont assez génériques, comme ceux de Google, d'Amazon ou autres. Alors pourquoi ? La réponse, elle est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, les technologies de NLP, alors, malgré le fait qu'elles soient toujours en perpétuelle évolution, c'est quand même très dur de faire un assistant qui comprend tout sur tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Google, donc ça permet de faire des appels, d'envoyer des textos, de mettre de la musique, de donner une réponse quand on interroge sur un président d'il y a 300 ans dans un certain pays. Et en fait, ça fait énormément de choses, mais ça ne va pas très loin dans certains sujets. En revanche, cette technologie-là de NLP, et qui évolue toujours de plus en plus, si on cible vraiment un domaine d'activité, par exemple juste la domotique, au final, on peut aller très très loin. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous chez Vivoca, où par exemple, pour notre IA spécialisée dans la domotique, notre système arrive à comprendre des phrases telles que je veux être réveillé tous les matins à 8h par telle musique, en montant les volets et en programmant du coup la cafetière, en une seule phrase. Mais parce qu'on cible uniquement la domotique. C'est très dur pour un assistant aujourd'hui de cibler tous les domaines et d'avoir en fait un seuil de compréhension similaire à ce que pourrait avoir un être humain. Mais on est en train d'y arriver et en fait ça va vraiment très très vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a le système également de mémoire qui se rajoute, le système conversationnel. L'intelligence artificielle va être capable en fait d'emmagasiner plusieurs informations sur ce que vous avez demandé avant. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. J'étais assez long, mais j'espère que j'ai répondu en tout cas en partie à cette question. Merci pour ça, William. C'est vrai que, encore une fois, je vais encore parler de l'usage et de l'expérience que j'ai à mon domicile. On est qu'au tout début de la fête. Il y a plein de trucs qui marchent, il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Mais on voit quand même la notion, c'est le machine learning, et on voit la qualité de la relation qu'on tisse, on tire des grands mots, ça s'améliore. Ça s'améliore avec le temps. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote associée que j'aurais peut-être dû évoquer. Siri, par exemple, a ajouté en fait un système à leur intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous dites une phrase à Siri qu'il n'a pas compris et que vous redites exactement la même phrase, en fait, le système va comprendre que la réponse qu'il avait donnée, c'était pas celle attendue. Alors, il n'est toujours pas capable de donner la bonne, mais en tout cas, il commence à avoir du coup des indices qui font que le système est en train de changer. Alors après, il y a des notions de big data et autres qui vont faire que ça va arriver petit à petit, mais ça, petit à petit, ça commence à être pris en compte par le système. Autre question que je me suis posée aussi, voilà, on a vu que c'était plein de promesses, plein de belles choses et tout ça, mais étant peut-être un petit peu paranoïaque, je dois pas être le seul, ce serait quoi les pièges ? Les pièges que nous tend l'assistance vocale et les marchands qui sont derrière tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments par rapport à ça, Cédric, toi qui es bien initié à tout ça? J'ai tendance à dire qu'il faut peser le pour et le contre, un peu comme pour tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Gmail, Google Maps, calendrier Google, parce que c'est super pratique, ça nous facilite la vie de tous les jours. Donc les assistants vocaux, oui, on n'a pas les données techniques derrière, est-ce qu'ils écoutent 24/24, etc. Il y a de la conspiration derrière. Parce que je suis très inquiet, moi je suis un faux calme, très inquiet. Non, alors peut-être que ça écoute, on n'en est pas certain. Les fabricants nous racontent un petit peu ce qu'ils veulent là-dessus. Par contre, voilà, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas à la Maison Blanche, des choses comme ça. Savoir qu'on n'a plus de café ou qu'on va aux toilettes, machin. Je pense que la plupart des sociétés s'en moquent. Donc il faut mettre ça d'un côté où nos données personnelles, quelque part, ont peu d'intérêt pour des sociétés, et en face, la façon dont ça nous facilite beaucoup la vie. C'est clair. Donc voilà, je dirais, si vous ne voulez pas utiliser les services Gmail, Google Maps et tout, non, oubliez les assistants, parce que oui, les données vont être exploitées, c'est sûr. Et du coup, là, tu as parlé par exemple de toute la suite de solutions qui est développée par Google. Google Home, c'est une porte d'entrée supplémentaire encore dans la manière dont il va pouvoir alimenter sa base de données et sur les informations qu'il va pouvoir collecter auprès de moi. Puisque bien sûr, j'ai configuré la machine avec mon compte Google traditionnel, mais avec un service supplémentaire. Oui, parce que par exemple, chose simple, vous pouvez écouter vos playlists sur le Google Home, par exemple. Le Google Home va reconnaître si c'est
vous, votre femme, qui demandez votre playlist préférée. Il va savoir que c'est pas les mêmes goûts, c'est pas la même playlist. Ça Donc, marche. une chose comme ça. Après, hormis les assistants vocaux, je dirais qu'un bon majordome ou une bonne secrétaire qui est capable de vous rappeler l'anniversaire de votre femme ou votre rendez-vous, etc., c'est quelqu'un qui a accès à vos données privées quelque part. C'est parce qu'elle connaît un peu votre vie. L'ancien conseiller emploi que je suis te dirait que c'est un critère de recrutement, la discrétion. Voilà. Donc, les assistants vocaux, c'est pareil. S'ils n'ont pas accès à vos données privées, ils ne pourront jamais être de bons assistants. Encore une fois, je me souviens d'avoir rédigé des offres d'emploi comme ça auprès de donneurs d'ordre. Ben, cette notion-là de confidentialité et de discrétion était bien en haut de la liste. C'était un des premiers filtres pour choisir quelqu'un à son service pour honorer ce type de poste. Alors après, il y a beaucoup d'assistants vocaux où les données transitent par le cloud parce que derrière il y a des serveurs énormes, et la puissance de calcul, etc., qui permettent d'avoir des bons assistants. Aujourd'hui, on a quand même des assistants locaux qui se développent. On a par exemple Snips, qui est un assistant vocal mais local qui est stocké sur la machine. Même si vous n'avez pas Internet ou autre, ça fonctionne et vos données ne transitent pas sur Internet. Donc je pense qu'on a certains assistants vocaux comme ça qui vont se développer aussi pour répondre à la demande des gens qui veulent de la sécurité. Je me souviens avoir présenté dans la chronique à France 3 des serveurs comme ça. Des serveurs domestiques, familiaux, ça ressemblait beaucoup à ce type d'objet. Et ça me permettait de me retirer peut-être de Google Drive, où je mets tout mon bazar et mes photos et mes documents et mon agenda. Et c'était mon Google Drive, mais privé. Et j'avais la garantie qu'il n'y ait que et uniquement moi et les personnes auxquelles j'avais donné accès qui avaient accès à ces données. Donc là, on a parlé de la manière dont des entrepreneurs et des initiatives, des gens qui sont dans la salle, hein, qui sont porteurs de projets, qui sont entrepreneurs, qui ont des idées de business. Peut-être que ça peut faire partie des pistes d'idées de boîtes, de projets là, qui seront présentés l'année prochaine sur Gen 7. Ça va être super, ça va être super. Je voulais te poser aussi cette question-là, Stéphane, savoir comment est-ce que toi, tu es entrepreneur local, hein, tu es basé dans la région. Comment est-ce que tu branches ton business traditionnel et ce qui se passe dans la boîte pour laquelle tu travailles sur ce type de solution? Pour que, là encore, hein, je te coupe, mais c'est que pour que tout à chacun ait des billes et se dise, ben voilà, moi aujourd'hui, je travaille sur un truc qui n'a rien à voir. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a du biz à faire avec tout ça. Comment est-ce que je vais pouvoir brancher mon projet là-dessus? Je vais le faire macro dans un premier temps, si tu permets. On a ici des super spécialistes techniques du détail qui vont vous expliquer comment ça marche exactement, comment ça s'interface, comment ça se branche. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, je le répète encore, l'interface, l'innovation et l'opportunité pour la peine business que ça représente. Dans cette opportunité business, pour moi, il y a une similitude qui se fait avec le déploiement en masse des smartphones. Je pousse mon idée. Pour moi, le coup de génie d'Apple sur le lancement de l'iPhone, c'est absolument pas l'iPhone. Parce que j'avais des téléphones à écran tactile avec des applications qui s'installaient avant l'iPhone. Ça s'appelait des Windows Mobile, des Palm, des je sais pas quoi. Par contre, le coup de génie absolu, c'était l'App Store. Et si je dois prendre un risque aujourd'hui et faire une prévision quelque part, c'est que je pense qu'il y a pour des entrepreneurs ou des développeurs de vraies opportunités à développer un écosystème ou à s'intégrer plutôt dans un écosystème d'app ou de connecteurs ou de services pour ces appareils-là. Mais c'est vraiment la partie, qu'on soit d'accord, absolument pas technique et je vous laisserai, je parle sous votre contrôle technique. Mais sur la partie opportunité, je suis prêt à parier que demain, Apple va ouvrir un App Store ou une section du store dédiée à Home. C'est fort probable. Enfin, ça commence déjà même d'ailleurs. Ça existe, oui, ça existe déjà. Ça commence déjà, mais avec les skills d'Amazon notamment, effectivement, c'est déjà possible. Oui. Voilà. Et je pense que c'est cette opportunité-là qu'il faut absolument voir aujourd'hui, qu'il faut
tenter le coup. J'ai entendu une phrase ce matin, ça fait la deuxième fois que je la replace en conf, mais de Bertrand Piccard qui dit dans ton entreprise, et je boucle la boucle, tu dois explorer toutes les opportunités. L'aventure, tu dois explorer toutes les opportunités pour atteindre ton goal. C'est pas une que tu choisis ou celle-là que tu choisis, c'est toutes que tu dois faire. Et ça fait partie des opportunités qu'un entrepreneur du numérique aujourd'hui doit considérer. Alors moi, pour pouvoir réserver de l'aide à domicile, ok, voilà, comme ça peut être un bon outil, ou savoir quand est-ce qu'on vient t'aider, ou commander un appareil que tu as besoin, ou du consommable, peu importe. Mais c'est là que votre imagination doit prendre le dessus, et qu'à mon avis, il y a un vrai Far West là-dedans. Alors après, que ce soit développé pour du Google Home, pour du ZAC, ou pour je sais pas quoi, mais c'est cette opportunité-là qui est intéressante, je trouve. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont étudiants aujourd'hui, toutes celles et ceux qui codent, encore une fois, dès aujourd'hui, vous pouvez vous pencher sur ce que Amazon ou Google propose aujourd'hui. Il y a des petites portes d'entrée pour dire tu peux développer un interfaçage entre ces boîtes et ton offre de services traditionnelle. Je penserais par exemple au planning des aides à domicile qui viennent et dire voilà, j'aimerais bien, en fait, le ménage, il faudra peut-être le faire plus tôt que prévu. Est-ce que tu peux m'envoyer quelqu'un? Et puis que là, voilà, ça se branche, que cette application qui soit développée fasse l'interfaçage entre la requête qui est faite par l'usager et le planning des aides à domicile pour dire il n'y a pas de souci, feu vert, je vous envoie quelqu'un, on vous trouve quelqu'un, on va vous l'envoyer. Au contraire, il faudra peut-être attendre un petit peu, je vous réponds pas tout de suite, mais on va regarder le planning. Là, on va faire fumer le téléphone pour trouver quelqu'un et envoyer quelqu'un le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'en termes de logistique, c'est hyper intéressant. Sachant que là, tu redonnes un exemple pour les seniors, mais si on regarde la conf de Loïc Lemer hier, qui nous ramène les trends de San Francisco, il dit les millennials ne veulent plus parler à personne d'humain. Alors, jusqu'à présent, ils chattaient avec les bots. Maintenant, il y a les assistants vocaux, mais ils n'ont plus d'intervention directe humaine pour les commandes du quotidien. Donc là, encore une fois, terrain d'opportunité. Encore une fois, en termes d'innovation, voilà, il y a des choses qu'on perd, il y a des choses qu'on gagne. Je ne dis pas que c'est bien ou pas. Je ne me suis pas engagé sur l'éthique à savoir si c'est bien ou pas. Mais... Et il nous reste quelques minutes. C'est un autre sujet, ça c'est évident. Mais ça peut nous offrir, je pense, une belle conclusion et un bel élargissement à se dire, voilà, toute cette activité, tout cet aspect emploi, ressources humaines, la manière dont on va pouvoir gérer un business, c'est sûr qu'il va y avoir, comme on est aujourd'hui à la caisse, il y a beaucoup de caisses automatiques dans la grande distribution. Il est évident que ce sont des postes en moins, mais peut-être que les employés de la grande distribution qui restent font autre chose, d'autres services, plus d'humains sur d'autres aspects des choses. C'était peut-être pas forcément non plus une grosse perte parce qu'il y avait des tâches qui étaient quand même bien pourries. On a tous fait des jobs étudiants, je pense, tous les quatre, à faire des tâches très répétitives comme ça. Les tâches ingrates ne sont pas sans noblesse, on est bien d'accord. Mais peut-être que voilà, dans un aspect entrepreneurial, business, offre de service, tout le temps qui était passé sur le fait de scanner à la caisse, c'est une analogie que j'utilise là, on le passe autre chose sur du conseil, de la présence, d'autres activités, compléter encore ce qu'on peut proposer. Est-ce qu'avant de finir, vous avez quelque chose à rajouter, camarades? Alors, j'ai plus le nom en tête, mais j'avais vu un assistant vocal. Alors, c'était pas du hardware, c'était vraiment le software qui avait été créé, où il y avait un peu cette intelligence artificielle, donc avec des phrases qui étaient préprogrammées, etc. Mais quand l'assistant vocal butait justement sur une question qu'il ne comprenait pas, on avait des humains derrière qui prenaient le relais. Tout va bien. Donc il y a peut-être des choses aussi à développer là-dessus. Carrément, ouais, c'est une super L'intelligence artificielle va vite, mais je pense qu'il y aura toujours des choses que seuls les humains pourront comprendre totalement.
J'ai des souvenirs de PH comme ça, ça marche pas. Puis j'appuie sur le bouton pour vite quelqu'un, secours. C'est un peu la même histoire, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Ça marche. Il y a une captation qui est faite de cette intervention qui se conclut avec ce que je suis en train de dire. Je tiens très chaleureusement à vous remercier pour la collaboration qu'on aura pu avoir pour le montage de cette table ronde. J'ai adoré. Donc on recommencera ici et ailleurs. Un grand merci à Grand Est Numérique. Si vous avez des questions, des retours à faire, des choses à nous dire, la vidéo sera en ligne. Donc bien sûr, il y a une fonction commentaire que vous n'hésiterez pas à utiliser pour abonder notre propos, nous dire sur tel point qu'on a dit n'importe quoi et que tout ça, c'est pas bien. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à tenir les promesses du dialogue. On se fera un plaisir de se rendre disponible pour continuer à discuter de ce sujet passionnant. Voilà, je vous souhaite une super conclusion du Forum Grand Est Numérique. Vive le Grand Est, vive le numérique et un très bon week-end à vous par avance. Merci encore. Merci.